Bonjour Nico, je suis Bonjour ravie, Marion. je suis ravie de vous accueillir sur la communauté et de pouvoir partager avec la communauté en cosmétique votre parcours parce que vous êtes donc le fondateur de la société CTI Biotech Tout à que vous fait, avez montée en 2009 avec le professeur Colin McGuckin. tout à fait. Donc, je lis, c'est donc une société qui développe et produit des modèles prédictifs de tissus et cellules humains par ingénierie tissulaire et bioimpression 3D pour la recherche biomédicale, pharmaceutique et dermatocosmétique. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure quand je vous poserai les questions. Et Avec plaisir. et aussi, vous êtes président bénévole de l'association Cosmeting Lyon Skin Science, qui va regrouper une centaine en fait d'organismes industriels et aussi universitaires autour de Lyon, euh, qui sont donc dans la filière dermo-cosmétique. Pareillement, je pense Tout que à fait, toute la chaîne. voilà. Je sais que vous faites beaucoup d'événements, donc peut-être que vous pourrez nous en dire un peu plus après. Alors, avant de commencer, Nico, je vais faire une rapide biographie, puis vous nous en direz un peu plus avec les 6 questions. Donc, vous avez commencé avec un doctorat en fait à l'université de Kingston, donc à Londres, suivi avec un PhD à la St. George Hospital Medical School de Tout à l'université de fait. Londres. Vous avez une très forte expertise en cellules souches, en médecine donc régénératrice, de l'ingénierie tissulaire et donc de la bioimpression 3D. Vous avez un parcours plutôt académique. Vous avez eu beaucoup de prix et d'expériences aussi internationales que vous allez nous raconter. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que vous avez eu ensuite envie de monter une société donc CTI Biotech. Est-ce que ça vous va, Nico? Oui, c'est une introduction très précise et je vous remercie de l'invitation sur votre plateforme que je suis par ailleurs depuis quelques temps et je trouve que c'est une approche très originale et très intéressante pour mieux connaître des parcours professionnels et des parcours de vie. Super, ouais. Merci, ça me touche. En effet, je pense que c'est intéressant de pouvoir mettre en lumière des parcours et surtout aussi nos métiers qui ne sont pas forcément bien connus en tout cas. Tout à Alors fait. justement, Nico, quand vous avez commencé votre parcours professionnel et que aussi votre société, quels étaient les objectifs que vous visiez? Ouais, je verrai deux grandes étapes, l'étape des études et puis ensuite l'étape de développement professionnel. Au niveau des études, je m'étais toujours dit que je voudrais une expérience à l'international dans la recherche médicale. Donc, j'ai eu la chance au départ de partir de l'Université de Lyon au départ pour un échange de 6 mois que j'ai monté tout seul en contactant des universités à Londres. Et en fait, en partant, donc j'ai suivi un parcours de biologie médicale. C'est une formation un petit peu différente au Royaume-Uni qu'en France. Et je me suis spécialisé dans l'hématologie, l'immunologie et l'oncologie, donc tout ce qui tournait autour des greffes de cellules souches de moelle osseuse. Et en fait, ce que je m'étais dit, je voulais une expérience internationale qui au départ devait durer 6 mois. Et puis en fait, je suis resté 12 ans au Royaume-Uni, aux USA et puis à nouveau au Royaume-Uni. Et je m'étais dit aussi que j'aimerais travailler dans la recherche médicale qui apporte des solutions, tant que faire se peut, pour traiter des maladies, développer des médicaments. Donc ça, c'était les aspirations de base. J'aurais bien aimé aussi un côté clinique, mais au final, j'ai vraiment été fasciné par la recherche et aussi par une rencontre fondatrice dans ma vie, qui est la rencontre du professeur Colin McGuckin, qui est mon mentor et qui est devenu aussi mon meilleur ami et mon associé dans ce parcours aussi d'entreprise, mais de recherche scientifique. Et c'était en 96, septembre 96, et c'est vrai que ça a changé ma vie, et pour le meilleur en tout cas. Ah, c'est super, hein, comme quoi c'est des rencontres humaines hein, souvent qui font que des belles aventures, ouais, une belle aventure humaine. Et justement, quelles étapes, qu'est-ce que vous visiez comme objectif vraiment quand vous avez monté CTI Biotech?
Si vous voulez, pour la genèse de tout ça, c'est qu'avec Colin, le professeur McGuckin, nous, on était spécialisés notamment dans la greffe de cellules souches hématopoïétiques chez des jeunes enfants qui avaient des maladies congénitales. Et donc, c'était comment modéliser leur moelle osseuse, ce qui fabrique tous les jours 10 000 milliards de cellules sanguines et immunitaires, qui étaient un petit peu déficientes, et ensuite leur apporter le meilleur greffon possible. Et en faisant ces travaux, on a développé tout un savoir-faire en ingénierie tissulaire, d'abord manuel, puis après en travaillant notamment avec la NASA à Houston, au Texas, en utilisant des bioréacteurs qui réduisaient, simulaient la microgravité, si vous voulez. Donc on a développé un savoir-faire d'abord dans le système immunitaire, puis dans le système nerveux, dans le foie, sur des modèles cancéreux également prédictifs. Et tout ça nous a amené à maturer un petit peu des technologies qui ont fait que quand on est arrivé à Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre, on avait pour ambition, en plus de nos travaux académiques et hospitaliers universitaires, de faire une start-up qui proposerait ce genre de modèle, voire de faire des modèles un jour implantables chez l'homme. Et donc, on a travaillé un petit peu sur ce concept qui nous a amené à gagner quelques prix de chercheurs entrepreneurs, création d'entreprises. Et en fait, peu de temps après la création d'entreprise, on a été approché par différents territoires à travers le monde pour délocaliser un petit peu la start-up et puis la faire se développer. Et il se trouve que l'Agence de développement économique de Lyon, qui s'appelle la DERLI, nous a sollicité. Ce n'était pas notre objectif de venir à Lyon. Moi, je suis lyonnais d'origine, donc j'étais assez content de considérer la question. Et en fait, avec Colin, on s'est dit que le territoire Auvergne-Rhône-Alpes était finalement assez intéressant, avec une bonne densité de population, un environnement universitaire et clinique aussi assez dense. Et ça nous semblait être une ville, grande ville, mais de taille humaine encore, pour développer notre entreprise. Donc nous, nos objectifs au départ, c'était de créer ces modèles prédictifs pour qu'ils soient plus proches de ce qui se passe au niveau du corps humain, soit pour créer des tissus implantables un jour, soit pour accompagner le développement de thérapies ou de recherche médicale. D'accord. Et donc, quelles sont les étapes que vous avez mis en place pour justement atteindre cet objectif-là? Oui, alors ça vient un petit peu des travaux qu'on avait sur le plan universitaire au Royaume-Uni. Colin a toujours été quelqu'un qui collaborait avec le milieu académique et industriel. Et moi, ma spécialité, c'était la recherche appliquée, et notamment les interactions avec les entreprises sur le dispositif médical, la validation de candidats médicaments, par exemple, avec les modèles qu'on pouvait développer. Et donc, c'était un petit peu cette affinité pour des choses très applicatives, très tournés vers le chevet du patient, qui nous ont motivés à passer le cap et à créer l'entreprise. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu maturer un peu les concepts qui évoluent tout le temps quand on a un projet d'entreprise. Et puis ensuite aussi trouver quelques fonds qui permettent de se lancer, des premiers contrats. Et c'est comme ça qu'on s'est un petit peu lancé. Donc on a d'abord créé plus une société de conseil qui permettait d'accompagner certains projets. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que finalement, des travaux qu'on pouvait faire sur le plan universitaire, on pouvait aussi les mettre dans une entreprise, d'apporter un petit peu cette souplesse de l'entreprise et avec cette rigueur scientifique du côté scientifique et académique au sein d'une structure. Forcément, quand on monte une PME, on est plus agile qu'une université, on est plus agile qu'un grand groupe. Et c'est encore notre marque de fabrique aujourd'hui. C'est-à-dire, on innove en permanence à CTI Biotech. On publie des articles chaque année, que ce soit dans la dermatocosmétique, dans l'oncologie, dans l'ingénierie tissulaire. Et de cette innovation, ça nous permet de proposer de nouveaux produits, de nouveaux services ou nos capacités d'innovation à nos partenaires à travers le monde. Ouais, c'est super intéressant. Ça permet une belle flexibilité, en effet, et agilité d'être une structure intermédiaire. Et C'est ça. dans quel état d'esprit étiez-vous et êtes-vous pour justement mener tous ces projets à bien? L'état d'esprit, l'excitation et la peur. Je crois que c'est un bon mélange. C'est-à-dire que quand vous pensez à développer une entreprise, vous êtes très motivé, très excité par le challenge entrepreneurial. Je crois, ce qui anime Colin et moi, c'est pas forcément le retour financier, même si c'est important pour se développer et faire de nouveaux projets et puis être bien dans sa vie de
tous les jours, sa vie personnelle. Mais c'est le mot croissance qui est intéressant. Croissance, il y a une croissance financière, bien entendu, mais il y a aussi une croissance humaine et de développer des nouveaux projets, c'est-à-dire pouvoir démultiplier ses capacités d'analyse, d'innovation, de proposition. Croître avec l'entreprise, c'est quelque chose qui nous anime énormément et je crois qu'il anime aussi nos équipes et nos collaborateurs qui travaillent chez nous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien donc, dans votre société? Là, on est 20 personnes sur site. Donc, c'est un mix de chercheurs extrêmement compétents qui nous ont rejoints pour certains il y a quelques années, pour d'autres plus récemment. Une équipe technique et un petit peu de fonction support aussi, que ce soit dans tout ce qui est développement commercial, administratif. Donc, on a des employés, on a quelques alternants aussi qui se forment chez nous et c'est un bon moyen d'ailleurs de recruter en général des collaborateurs motivés et fiables par la suite. Et puis, on a aussi quelques partenaires où on a des chercheurs qui sont délocalisés, c'est-à-dire c'est un concept qu'on a monté il y a quelques années avec Colline qui s'appelle Open Laboratory, c'est-à-dire que certains de nos partenaires peuvent dégager du temps homme pour venir travailler dans des labos qui sont dédiés à ça, pour faire de la recherche collaborative sur site. Alors, ça s'est un petit peu endigué avec le Covid, mais on a encore des projets collaboratifs où on accueille des chercheurs d'autres partenaires chez nous pour des projets communs. Ah ouais, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir faire ce type de collaboration. Oui, c'est parti du constat, notamment avec des pays au départ assez éloignés, comme en Asie. Cette bibliothèque est très présente au Japon, par exemple, mais aussi en Malaisie, un petit peu en Chine et en Asie du Sud-Est en général. Et pour certains programmes, il fallait… alors, les visios étaient moins à la mode à l'époque, mais on en faisait déjà quelques-unes. Et on s'est rendu compte que certaines technologies, soit du fait de leur maturité, soit de leur mise en œuvre sur un plan local, n'étaient pas forcément faciles à délocaliser chez nos partenaires. Et donc de pouvoir les accueillir pour quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, comme ça a pu être le cas par le passé, c'était intéressant. Nos locaux, si un jour vous faites l'amitié de les visiter, vous verrez, ils sont extrêmement vitrés, c'est ancré chez nous, c'est une valeur de transparence. Et donc, ça permet d'accueillir aussi ces chercheurs du monde entier chez nous. Ouais, ça fait plaisir d'accueillir des nouvelles personnes pour justement partager et développer des nouveaux produits avec vos Tout à technologies. fait. Ouais, c'est super. Et justement, quand vous avez commencé, Nico, quelles étaient vos certitudes au fond de vous? Mes certitudes, c'est que j'avais très envie de participer à une recherche internationale. Comme vous le savez, tout ce qui est recherche médicale, y compris en dermatologie, en cosmétique, est de facto internationale. Donc, j'avais une très forte motivation à intégrer cette communauté mondiale qu'on retrouve aujourd'hui. On a des contacts et des gens qui sont passés par notre labo académique ou de l'entreprise à travers le monde. Et ça, c'est très agréable d'avoir des connaissances à travers le monde. Ça permet de s'enrichir de différentes cultures. J'avais une autre conviction, c'était que même si la recherche fondamentale est importante, c'est moins pour moi. J'ai envie de partir de mécanismes biologiques déjà identifiés pour trouver des solutions. Ce qui m'anime, c'est essayer de mettre le bon modèle biologique prédictif humain, si possible en 3D, parce que je pense que la 3D apporte beaucoup dans la connaissance du corps humain, et de pouvoir développer ces technologies au service de l'homme. C'est pas pour jeter la pierre sur le travail sur les animaux. Je sais d'ailleurs qu'en cosmétique aujourd'hui, ça se fait pratiquement plus, mais c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire. Et au fil des années, ce qui a un petit peu évolué, je me rends compte aussi que parfois la recherche sur animal, même si elle reste importante, notamment dans le développement pharmaceutique et clinique, n'apporte pas toujours des réponses adaptées de manière sur le plan prédictif, sur ce que l'être humain comment l'être humain peut réagir par rapport à une approche thérapeutique ou même un produit cosmétique. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé très très tôt, même Colline avant moi, à l'ingénierie tissulaire. C'était de pouvoir combiner des cellules humaines ensemble et de faire quelque chose qui se rapproche de ce qui se passe sur le plan humain, tout en ayant une réponse biologique qui est mesurable. C'est-à-dire, par exemple, pour la peau, parfois, il n'y a pas besoin de faire une peau parfaite. Ça peut être intéressant sur un plan intellectuel ou même un plan clinique dans la greffe. Mais si vous créez un modèle, il faut que vous puissiez avoir une réponse qui est mesurable et qui signifie quelque chose.
Et souvent, c'est là que c'est très technique et plus compliqué à mettre en œuvre. Ouais, j'imagine. Et entre aujourd'hui et ce qui s'est passé, enfin, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris ou est-ce que vos certitudes ont changé, Nico? Ce que j'ai appris, c'est un truc en anglais, c'est une expression que Colin disait beaucoup à la fac dans le labo, mais qui est restée ancrée en moi. It's not necessary to join the bandwagon. C'est une expression en anglais qui dit qu'en gros, ça ne sert à rien que tout le monde monte dans le même train, dans la même voiture du train. Ce qui veut dire par là, et je crois qu'il est important en recherche médicale, c'est qu'on l'a vu un petit peu avec la crise du Covid-19, il ne faut pas toujours suivre ce qui est tendance et à la mode si on veut innover. Pour innover, il faut accepter de se tromper, ça c'est sûr, mais il faut aussi prendre des risques et pas forcément aller vers ce qui est à la mode sur le plan, par exemple, des publications scientifiques. C'est un petit peu moins vrai en entreprise parce qu'on est souvent attrapé par le pragmatisme et en particulier les modèles économiques de la vie des entreprises, mais quand même. Mais dans la recherche académique, on le voit trop souvent. Dans chaque spécialité, il y a des grandes tendances où les gens s'engouffrent et c'est la course aux publications sur à peu près les mêmes expériences, avec à peu près les mêmes résultats qui créent des controverses incroyables. Et moi, ce que je voulais et que j'ai consolidé avec ce parcours de vie, c'est que parfois, il faut être un petit peu différent ou avoir une approche un petit peu de côté pour essayer de s'attaquer à un problème en biologie humaine particulièrement. Oui, mais ça demande aussi du courage, la prise de recul. Alors, ça demande du courage, de la persévérance, Ouais. un peu d'humilité et surtout de garder son cap. Quand quelque chose ne marche pas, il faut faire bon tact et passer à autre chose. Ce que j'allais vous dire, tout à fait. Garder sa direction pour se dire, OK, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais demain, je veux aller là quand même. Et Tout à par fait. un autre D'ailleurs, chemin. très honnêtement, on n'est pas encore arrivé. Hein, c'est toujours en amélioration continue, y compris sur les modèles 3D. Je reste persuadé. Alors maintenant, en biologie de la peau, que ce soit en pharma, en médical, en esthétique ou en cosmétique, ça commence à être bien accepté qu'on peut aller sur des modèles prédictifs autres, différents, innovés. Tout ce qui est pharma, biomédical, biothérapie, il y a encore du travail pragmatique, c'est-à-dire produire des modèles pertinents, mais aussi du travail pour éduquer, convaincre, y compris les agences réglementaires, mais aussi, par exemple, les industriels de la pharmacie. Quand vous lisez toutes les études, que vous discutez à un congrès, un forum, un webinaire avec tout le monde de la pharmacie, ils sont tous à peu près convaincus que malgré le nombre d'études sur animaux qu'ils font, ça n'apporte pas toujours des réponses adaptées. Par contre, le cadre réglementaire implique des étapes bien précises. Donc, c'est comment continuer avec modestement les uns et les autres, avec un petit bâton de pèlerin, de dire, voilà, vous avez des alternatives possibles. Elles ne vont peut-être pas éliminer complètement la recherche sur animal, mais en tout cas, elles vous apportent autre chose et peut-être des réponses plus prédictives quant aux stratégies thérapeutiques que vous adoptez. Avoir une voie alternative, c'est bien. D'autres Tout à options. fait. Et Nico, pour finir, donc, quel type de leader êtes-vous? Alors, en termes de leader, moi, je pense que je suis plus un leader un peu coach. Colin, chez nous, c'est un leader visionnaire. C'est vraiment quelqu'un qui a une vision extraordinaire et on fait un bon tandem là-dessus. Moi, je suis plus un leader dans le style coaching, c'est-à-dire d'accompagner les gens dont j'ai la responsabilité à grandir dans leur poste et dans leurs responsabilités. Et d'ailleurs, à peu près la quasi-totalité de l'équipe chez nous, en général, commencé par un stage ou un apprentissage, et certains ont des fonctions de cadre supérieur aujourd'hui dans l'entreprise. On aime bien faire grandir les gens. Alors, on peut pas plaire à tout le monde, hein, à la fois sur son style de management ou les décisions qu'on doit prendre en tant que dirigeant d'entreprise parfois. Mais c'est quelque chose qui me plaît, c'est de mentorer un petit peu, d'accompagner le développement de chacune et chacun au sein de notre projet d'entreprise. Ok, merci Nico pour ce partage en tout cas. Et justement, si on veut vous suivre et suivre aussi CTI Biotech, comment on fait? Oui, alors, à titre personnel, j'ai ma page LinkedIn qui est un bon moyen de connaître nos actualités. CTI Biotech a
une page LinkedIn assez dynamique. On essaie de publier régulièrement sur nos actualités, y compris scientifiques, sur ce qu'on fait. Et puis également site internet ctibiotech.com. Et puis vous avez gentiment parlé de mon activité bénévole. Je suis président de l'association Cosmetignon Skin Science, qui s'appelait jusqu'à il y a 2 ans Centre européen de dermocosmétologie, CED, pour les initiés, qui est en fait une association industrielle professionnelle, je veux dire, de toute la chaîne de valeur dermatocosmétique, du fabricant d'ingrédients au packaging, en passant par les laboratoires de tests, qu'ils soient académiques ou privés. Et l'idée, c'est d'animer scientifiquement des webinaires, des congrès. On a eu notre 30e congrès il y a quelques semaines, alors malheureusement de manière dématérialisée, sur ce que la clinique pouvait apporter à la cosmétique, avec des conférences passionnantes sur tout un tas de sujets. On anime également des rencontres tous les 2 mois à peu près, avec des petits déjeuners sur une thématique qui peuvent intéresser nos adhérents. C'est aussi un bon moyen pour recruter des adhérents. Vous avez parlé de notre ancrage régional, mais on a aussi des adhérents internationaux ou de la région parisienne ou du sud de la France, par exemple, qui nous font l'amitié d'être avec nous. Et le but, c'est de proposer du contenu intéressant sur la biologie de la peau, souvent très orienté au niveau scientifique, mais aussi on a une activité réglementaire ou des dispositifs de financement, par exemple, qui peuvent être utiles à nos adhérents. C'est quelque chose de bénévole et qui fonctionne très bien. On a une centaine de membres. Et donc, tout ça pour dire qu'on a aussi une page LinkedIn, Cosmetignon Skin Science, et un site internet, cosmetignon.com. Cosmetignon, tout attaché. Voilà. Super. Merci Nico justement pour cette précision parce que c'est important justement, je pense, le réseau et de soutenir pour justement avancer tous dans nos projets et donner les meilleurs produits qui puissent exister pour le consommateur parce qu'à la fin, c'est aussi ça. Ça est une bonne solution. C'est très important le réseau, vous avez raison, parce que c'est souvent ce qu'on a de plus précieux. Souvent, j'avais fait une formation d'entrepreneuriat où on avait rencontré l'architecte qui avait fait le concombre à Londres. Et c'est quelqu'un qui a démarré dans la misère et qui a fait une belle carrière avec de nombreux bâtiments à travers le monde. Et lui, pour cette formation, c'était un petit peu comme la Star Academy des entrepreneurs, si vous voulez. On était dans un château enfermé pendant 2 semaines. Il a après suivi sur 1 an pour développer son projet d'entreprise dans le Kent, au Royaume-Uni. Et lui, il nous avait apporté un petit cadeau. C'était un livret avec un abécédaire en fait, de l'entrepreneur. Et il nous avait fait ouvrir notre page lors de sa masterclass. N, en anglais, c'est Network, réseau. Et il a dit, on va commencer par la lettre N, c'est ce que vous avez de plus important. Ça veut dire, vous rendrez service à quelqu'un qui, un jour, vous rendra peut-être service ou pas, c'est pas grave, mais au moins, vous créez une interaction humaine. On en a parlé en début de cet entretien et c'est vraiment le plus important. Tout à fait, je suis d'accord, tout à fait lié avec vous en tout cas. Merci Nico pour vraiment ce partage et cette sincérité. Je vous souhaite beaucoup de projets pour cette bibliothèque et aussi pour l'association. Et pour cette manière originale d'échanger et pour tous les gens qui regarderont votre chaîne, je vous souhaite le meilleur. Protégez-vous. Ouais. Je m'engage, vaccinez-vous. À titre personnel, je partage cette volonté. Donc, prenez soin de vous en tout cas. Merci Nico, à bientôt. Au revoir.